Donc, bonjour à tous, je remercie les organisateurs de m'avoir invité. Je m'excuse, je vais un peu changer de sujet, c'est-à-dire qu'on va parler nomenclature, mais je voulais dire un petit mot sur la CCAM. Et puis je trouvais intéressant là, à ce stade de vous faire un petit point sur un petit panorama de la gastroentérologie pour ouvrir sur quelques questions. Et puis ça me permettra ensuite de passer le relais au sujet d'après. Donc écoutez, on peut attaquer, on touche à rien, c'est vous qui gérez derrière? C'est ça là? Voilà, alors donc sur la nomenclature, je vous ai fait un petit point là de votre pratique aujourd'hui. Donc en 2023, donc ça c'est des chiffres CNAM, hein, donc vous faites environ un peu plus de 1200 actes CCAM. Vous faites 1089 APC, hein, ex-C2. Vous faites encore pas mal de CS, et puis les MPC et MCS qui vont souvent avec. Voilà. Par contre, MCU, la majoration d'urgence, ça, c'est pas encore quelque chose que vous avez dans vos pratiques. MTX, je vous rappelle, c'était les cotations pour les consultations complexes et très complexes, c'est-à-dire les consultations d'annonce et puis l'initiation d'une biothérapie. Ça, c'est pas très utilisé, on va y revenir. Et la téléconsultation, manifestement, ça reste un peu marginal. En termes de montant, je trouvais intéressant de vous signaler que finalement la part des consultations et donc de l'activité clinique grimpe. Hein, à une époque, on était plutôt on considérait que c'était 80% de revenus d'endoscopie et 20% de consultations. Et puis vous voyez quand même que là, sur les revenus 2022, on n'a pas encore les chiffres consolidés pour 2023. Finalement, l'activité clinique, c'est un tiers de nos revenus. Et ça, grâce au travail qu'on fournit, on va le voir, mais aussi, pour le coup, à quelques revalorisations. Hein. Autant il n'y a pas de revalorisation sur les actes de CCAM, autant il y a eu quand même quelques euros grattés sur les consultations. Et ça se traduit donc en part de revenus. Et vous voyez donc un tiers des revenus d'actes cliniques pour 56% des actes. Donc la consultation, l'acte intellectuel, n'est pas à négliger. Comment ça a évolué? Alors je vous ai fait quelques courbes juste sur les 10 dernières années, là, hein, depuis 2015. Donc ça, c'est le nombre d'actes par gastro-entérologue. On voit qu'il y a une petite progression. Donc alors, je peux pas vous... Donc la courbe du haut, c'est le total des consultations. La courbe jaune, c'est le total des actes CCAM. Et vous voyez donc deux courbes qui partent dans sens opposé. La rouge, c'est le C2 et APC depuis quelques années. Et la bleue, c'est la consultation. Et vous voyez qu'en 2015, vous faisiez autant de consultations que d'APC. Et on va y revenir. Enfin, quand même, vous vous mettez à faire un petit peu plus d'APC et un peu moins de CS. Je vais vous en reparler. En termes de totalité d'actes, on ne bouge pas beaucoup. Globalement, le taux d'actes CCAM, le taux de consultation est assez stable depuis 2015, et on va dire sur les 10 dernières années. Ce que je vous ai remis là, donc c'est les deux courbes, c'est la rouge et la bleue de la CS. Et juste, la jaune, c'est donc les actes techniques, ATM, donc qui baissent un peu, et les actes thérapeutiques, ADC, qui eux commencent à grimper un peu. On le garde tout à l'heure, je vous en reparlerai en quoi ça peut être important. Donc, signature d'une convention, décret publié et quelques revalorisations, certes minimes quand même pour la gastro-entérologie, mais qui survivront à la censure, hein, puisque cette convention a été signée, les décrets ont été publiés, c'est dans le marbre, on aura les revalorisations. L'APC, je vais m'y arrêter 2 minutes. Comme je vous le disais, on a un peu traîné à appliquer ce C2. La CNAM avait émis quelques éléments un peu de confusion pour limiter. Est-ce qu'il faut le courrier, le papier du médecin? Est-ce qu'on peut prescrire une endoscopie derrière la consultation facturée C2? Bon, beaucoup d'entre nous là se sont fait des nœuds au cerveau. Et donc l'APC, le C2 a mis un peu de temps à décoller. Et, sur les courbes que je vous montrais tout à l'heure, finalement, on faisait quasiment encore autant de CS APC. C'est en train enfin d'évoluer, et heureusement, parce que ça doit devenir notre acte de base. Et en plus, là, il va passer dès le 22 décembre de 56,50 € à 60 €.
Donc il faut y aller, c'est votre acte de spécialiste, il n'y a pas de scrupule à avoir. En 20 ans, on n'a pas eu de contrôle de sécu sur le C2, les règles sont assez claires, hein. L'important c'est le retour, voilà, c'est le retour courrier. Alors il y a un peu de... Sur le C2, là, il va y avoir des discussions entre syndicats, puisque certains syndicats demandent que le C2 soit facturable entre SPE, mais en pratique, c'est ce qu'on faisait déjà. Et donc, bon, on espère que là, ils vont pas mettre la merde voilà, dans ce qu'on faisait jusqu'à présent et que la CNAM tolérait sans souci. Enfin, retenez qu'il faut écrire au retour du médecin, que cet APC peut être fait tous les 4 mois, qu'on peut le facturer aux avis que vous allez donner chez des patients hospitalisés, ce qui n'était pas le cas avant. Attention, chez des patients qui n'ont pas de médecin traitant. Hein, et vous allez refaire un courrier. Il faudra toujours un courrier derrière pour justifier cet APC. Et vous pouvez aussi maintenant faire un APC pour ceux qui font de la téléexpertise. Si à l'issue de la téléexpertise, vous estimez qu'il faut voir en consultation physique le patient, vous pourrez, dans les 3 mois qui suivent la téléexpertise, facturer cet APC. Bref, les règles d'utilisation sont assez simples. 60 €, ça va quand même mettre un petit peu de beurre dans les épinards, et notamment pour ceux qui ont une grosse activité de consultation. Donc ne vous en privez pas. Qu'est-ce qu'on a d'autre à gratter dans la nomenclature en termes de consultation? Les petites modifications, donc c'est la CS. Avant, donc, on avait CS plus MPC plus MCS, ça faisait 31,50 € hein, depuis novembre 2023. La MPC disparaît. L'ACS grimpe à 26,50 €, ce qui, additionné à la MCS, va vous faire 31,50 €, qui est votre consultation de suivi, on va dire. Attention, les secteurs 2 non-optam ne peuvent pas facturer de dépassement, de supplément sur cette cotation. Hein. Quand vous êtes optam, vous pouvez, mais si vous êtes S2 pur, vous ne pouvez pas faire 50 € sur CS plus MCS. Quand vous êtes SEC S2 pur, c'est du C que vous pouvez faire. C'est donc 23 €, ça reste à 23 €. Et là, vous pouvez prendre des dépassements. Donc encore une fois, ça c'est les S2 sans optam. La MCU, il faut s'en servir. On passe notre temps à avoir des gens en urgence, en semi-urgence. Alors, on avait demandé à ce qu'elle passe à 5 jours. C'est encore limité dans les 48 heures de la demande du médecin. Mais c'est quand même une pratique quand même qui devient courante. Prenez ces 15 € que vous pouvez rajouter à l'APC, sans dépassement derrière, évidemment, mais ça vous fait quand même une consulte à 75 €. Pour les secteurs 1, ça va être intéressant, et c'est toujours ça de prix aussi. La téléconsultation, elle reste à 30 €. Le MTX, il ne bouge pas. Alors le MTX, par contre, bon voilà, je pense que ça va destiné à être marginal, mais sachez que ça existe. Et puis il y a le petit MOP. Avant, tous les patients que vous voyez qui avaient plus de 80 €, vous receviez de façon forfaitaire directement par la caisse ce montant de 5 € par patient de plus de 80. Ce versement automatique disparaît. C'est à vous de le coter, hein, de rajouter les 5 € à vos cotations de consultation. Ce qui n'est pas anodin, puisque en pratique, il va y en avoir moins de faits, et donc ça va toujours ça de gratter pour la caisse. Qu'est-ce qu'il y a comme changement? La surveillance des patients hospitalisés, hein, pour ceux qui ont des lits et des patients, on était à C08, ça faisait 18,50 €. La nomenclature, enfin le code change, c'est plus du C, c'est du HS, hein, honoraire de surveillance, et c'est du 23 € que généralement l'établissement en fait vous facture automatiquement sur les 20 premiers jours d'hospitalisation des patients, et ensuite c'est dégressif. Donc voilà pour la nomenclature, on pourra y revenir. Donc message, C2, enfin APC, vous privez pas. Par contre, écrivez. Voilà, vraiment la principale contrainte, ça va quand même être le courrier de retour. Mais bon, ça paraît naturel. Et vous pouvez évidemment derrière prescrire des endoscopies ou des bilans biologiques ou autres. Par contre, vous écrivez pas dans votre courrier j'ai reconvoqué le patient dans un mois pour discuter des résultats. Enfin bon, on en reparlera en question ouverte si vous voulez. Juste un petit mot sur l'optam. Il y a toute petite modification. Donc on rebat les bases de calcul, et pour ceux qui voudraient adhérer aujourd'hui à l'optam à partir donc du 1er janvier
La base de calcul se fera sur les zones horaires et sur l'activité que vous avez eue en 2022 et 2023. Et il y a de nouveau une fenêtre qui s'ouvre pour les secteurs 1 titrés, c'est-à-dire ceux qui auraient pu prendre le secteur 2 et qui, pour des raisons personnelles ou de mauvais conseils, n'ont pas pris le secteur 2, peuvent prendre l'Optam, donc ceux qui sont installés avant le 1er janvier 2013. On pourra en reparler. Je voulais vous faire un petit flash sur la CCAM, même si, enfin, ça fait quand même partir de la nomenclature. Vous savez qu'il y a une révision en cours. Bon, c'est un peu encalaminé, la hiérarchisation n'est pas encore avancée. Ça rame un petit peu. Dans le cadre de la négo conventionnelle, il y a une petite revalo qui va se traduire par quelques euros, essentiellement sur les actes thérapeutiques, sur les éco-endo, les KT. Les actes de base ne verront pas un copec de plus. Il y a pas mal d'actes de procto aussi qui vont récupérer quelques euros. Cette revalorisation minime se fera en 2 temps, décembre et puis juillet. Juste un petit point d'alerte. Donc, on a défini avec donc les experts, donc l'acte repère de la gastroentérologie, c'est la colo. Ça veut dire quoi l'acte repère? C'est-à-dire que c'est l'acte au cours duquel va se construire la hiérarchisation de nos actes. Et donc, on donnera une valeur 100 à la colo et toute la hiérarchisation va se faire autour de ça. En parallèle, la CNAM ouvre une étude sur le coût de la pratique. Et je vous ai fait ce petit rappel. Le tarif d'un acte en CSAM, ça va être la somme du travail. On parle de point travail. Ce point travail, il est calculé par rapport à la durée, au stress, la technicité, l'effort mental nécessaire pour effectuer un examen. Et le coût de la pratique, c'est les charges. C'est les charges professionnelles et c'est pondéré aussi avec le nombre d'actes qui est réalisé. Et là, on a un petit warning. On a un petit warning parce que, alors, comme je vous ai envoyé il n'y a pas très longtemps là, un petit tableau à remplir pour essayer d'avoir des infos sur vos coûts de la pratique, l'évolution de vos charges. Bon, c'est un petit peu compliqué. Faudra peut-être qu'on revoie ou simplement vous demander des pourcentages de charges. Mais globalement, le sentiment est que finalement, sur ces 10 dernières années, les charges, elles n'ont pas explosé. Et on a des éléments, objectifs qui sont... Alors, l'UNASA, c'est l'association des AGA, qui sont les organismes agréés qui permettent d'avoir des réductions fiscales. Alors, on est de moins en moins, nos comptes sont de moins en moins soumis à des AGA. Tous ceux qui sont dans des CELARL ne passent plus par des AGA. Et maintenant, il n'y a plus que 300-400 gastro là, qui fonctionnent avec ces gens-là. Mais au moins, ils publient tous les ans les BNC, les charges et les différents montants d'impôts et taxes de tout un tas de professions libérales. Et qu'est-ce qu'on constate quand on a une archive, c'est que sur les 10 dernières années, finalement, nos charges de personnel, impôts et taxes ne bougent pas beaucoup et nos bénéfices nets sont assez stables. Donc, le coût de la pratique, je vous rappelle en fait qu'au moment où la CSAM a été instituée, la plupart d'entre nous ont payé nos endoscopes. Maintenant, on ne paye plus l'endoscope, alors on paye des redevances. Et donc, on va avoir une petite bataille à mener sur le coût de la pratique. Mais très clairement, à notre sens, c'est surtout sur le travail qu'on fournit aujourd'hui et la qualité du travail qu'on fournit qu'il va falloir se bagarrer et défendre le fait que nos coloscopies d'aujourd'hui ne sont plus nos coloscopies d'hier. Un des éléments, on espérait, on se disait, on va peut-être démontrer ça simplement par le fait qu'on devrait faire maintenant plus de coloscopie thérapeutique que de coloscopie diagnostique. Là, on est un petit peu déçu. Vous avez ici donc juste les actes diagnostiques, enfin la colo et puis la fibro à droite. Donc le total des cotations diagnostiques, vous voyez que finalement on fait toujours autant de coloscopies diagnostiques. Il y a quand même une augmentation à droite donc des coloscopies thérapeutiques, des polypectomies. Sous-entendu, ce qui démontre qu'on détecte plus de polypes et qu'on a amélioré la qualité de nos coloscopies. Mais bon, il y a quand même beaucoup encore de colo-diagnostics. Donc ça sera un des éléments de négociation et d'argumentation, mais il va falloir brandir toutes les recos qu'on suit aujourd'hui.
toujours pour sauver la valeur de nos endoscopies et notamment de notre coloscopie. On en reviendra dans les questions si vous voulez. On a un peu le temps, hein, c'est pas pour tout de suite. Voilà, mais petit warning sur l'histoire du coup de la pratique. Je voulais faire un petit panorama, il me reste combien de temps, messieurs? Pour ouvrir des questions, un petit focus sur la gastro et sur le monde libéral aujourd'hui, et bien sûr donc un petit mot sur la démographie. Bon, évidemment, tarte à la crème, hein, la démographie. Donc là, c'est la démographie des gastro-libéraux purs, hein, selon la CARMS, donc qui est en baisse régulière. La pyramide des âges que vous connaissez, hein, on a près de 40% des gastros aujourd'hui qui ont plus de 60 ans, donc avec des perspectives de retraite dans les 10 à 15 ans. Et sachez, je le précise là, que la majorité de ces plus de 60 ans sont en secteur 1. Et vous allez voir, c'est des gens qui travaillent beaucoup, un petit peu moins, vous allez voir, que les entrants. Les perspectives de l'adresse, c'était ça publié en 2021, sur une base de numerus clausus qui est maintenant un petit peu plus élevée. Hein, là, il mettait un nombre d'étudiants en deuxième année à 8007. En pratique, aujourd'hui, c'est plutôt 10-11 000. Mais si vous comptez qu'il y a 20% de fuite au cours des études, finalement, cette base de calcul de l'adresse, elle n'est pas complètement fausse. Et vous voyez qu'en matière de libéral, on n'est pas encore au creux de la vague. Hein, ça va encore baisser. Par contre, ça va remonter beaucoup plus vite d'un point de vue des salariés. Petite photographie, répartition par mode d'exercice. Alors 67% des gastros libéraux sont en libéral exclusif et donc 50% des gastros aujourd'hui sont secteur 1. L'autre moitié se répartissant en 29% avec Optam et secteur 2 et 21% sans Optam. En termes de BNC, on progresse doucement, malgré tout. Petite revalorisation, mais surtout parce qu'on travaille quand même beaucoup, hein, pour la plupart. Mais un petit peu moins quand on rentre en secteur 2. J'étais un peu surpris des chiffres, mais c'est des chiffres CNAM 2022. Vous voyez qu'à gauche, donc, les colonnes secteur 1 font beaucoup plus d'actes cliniques et techniques que les secteurs 2 Optam et que les secteurs 2 non Optam. Et dans les secteurs 2 non Optam, on a beaucoup d'entrants. Hein. Voilà. En termes de pourcentage de dépassement d'actes, on a des pratiques, alors certes, hein, comme toutes les spécialités, le taux moyen de dépassement d'honoraires monte doucement. On reste dans des taux qu'on peut estimer modérés. Hein. Sur les actes techniques, donc les deux courbes du milieu, on est à 25% de taux moyen de dépassement. La courbe du haut, c'est le taux de dépassement sur les consultations. Et la courbe du bas, c'est sur les APC. Donc on prend en moyenne 10% de dépassement sur les APC et 30% sur les consultations. Mais le taux global, comme je vous mettrai, hein, pour la CNAM, on est à 18%. Enfin, en gros, je vous montrerai tout à l'heure, c'est 18% pour les secteurs 2 Optam, 34% pour les secteurs 2 non Optam. Donc on a des taux de dépassement globaux qui grimpent un peu. Et pourquoi je vous raconte tout ça? Pourquoi cette fenêtre? Donc des BNC en légère hausse, des charges plutôt stables, une pratique des dépassements d'honoraires, somme toute encore modérée, un souci démographique, hein, parce que quand même ceux qui travaillent le plus aujourd'hui vont partir dans les 10 ans, et comme on est dans une courbe démographique qui continue à baisser, avec un plus de sortants que d'entrants, les 10 prochaines années sont un petit peu obscures. Encore un nombre d'actes par gastro qui grimpe, mais encore une fois, beaucoup lié aux plus âgés quand même. Mais globalement, on n'augmente pas le nombre d'actes, alors que la population augmente. Et le petit chiffre qui nous inquiète un peu et qui est très regardé par la CNAM, c'est la patientèle. La patientèle, c'est la file active, c'est le nombre de nouveaux patients. Voilà. Et celle-là, elle est en baisse. Donc ça veut dire que on voit moins de nouveaux patients. Beaucoup d'entre nous travaillent beaucoup, mais beaucoup travaillent un peu moins, avec un taux de dépassement d'honoraires qui grimpe un peu. Et tout ça, ça fait des équations. Et en parallèle, donc, des délais de prise en charge qui grimpent.
Et on a donc des questions auxquelles on va devoir répondre, et voilà, avec une responsabilité face à la population, qui est comment on va faire pour répondre à la demande future. Donc ça me permet de repasser un petit peu la main au sujet qui va suivre. Mais sachez que c'est un sujet qui sera réabordé à l'occasion de notre symposium en mars, donc au GIFOD. On va faire une grosse table ronde sur ce thème. Quels vont être les revenus des gastros dans les 10 prochaines années? Et puis surtout, voilà, est-ce qu'on va travailler plus pour gagner moins? Quelles sont les contraintes qu'on va nous imposer? Et on aura Thomas Fatom, le président de la Mutualité, et le président du HCAM, pour débattre de tout ça sur une grosse heure. Donc je vous invite à venir nombreux au mois de mars à l'Amphi Bleu, à l'occasion des GIFOD. Voilà, je suis allé un peu vite, j'ai ouvert plein de questions, je suis à votre disposition. Merci beaucoup. Je pense qu'on a quelques minutes pour des questions qui sont toujours très intéressantes sur ces sujets-là. Toi, par exemple, question assez générale, est-ce que tu recommandes l'adhésion à l'Optam ou pas forcément? Moi, mon impression, c'est qu'on a une spécialité qui s'y prête entre les actes de consultation et les actes techniques. Donc c'est vrai que quand je vois 20% à peu près de secteur de non-Optam, je me pose la question de pourquoi, sachant qu'on n'a pas de pénalité actuellement à rentrer dans ce dispositif-là, et que vraiment il y a quand même des avantages en termes de remboursement pour les malades, en termes du coup de demande d'assistants médicaux, dont on va y revenir après. Je ne sais pas ton sentiment, toi, vis-à-vis de l'Optam. Alors, c'est clair, je ne recommande pas l'installation en début d'installation à l'Optam, juste parce que, sauf quelques régions, mais en fait, quand vous rentrez, quand vous installez en première année, deuxième année, troisième année, votre taux moyen de dépassement et votre taux à tarif opposable est rédhibitoire, parce qu'il est calculé sur des moyennes régionales, et moi, mes associés, je leur ai dit, vous faites 2-3 ans de secteur 2 pur, vous constituez vos honoraires, et vous basculerez à l'Optam une fois que vous aurez une base de calcul plus à la hauteur de ce qu'on fait nous. Voilà. Ça, c'est voilà. Mais quand tu fais cette démarche-là, la Sécu accepte ou te remet un taux moyen? Ah non, après, c'est-à-dire là, par exemple, là, mes associés qui sont là depuis 3-4 ans, là, 1er janvier 2025, elles vont être sollicitées par les caisses, et là, si elles le souhaitent, effectivement, si les bases de calcul qui vont être sur 2022-2023, elles ont pratiqué leur dépassement et leur activité standard, on devrait leur proposer des chiffres et un contrat avec des taux corrects. Mais voilà, après, on peut rentrer d'emblée à l'Optam. Effectivement, on a des pratiques tarifaires dans notre profession qui sont quand même modérées. Il y a quelques avantages d'être à l'Optam. Sachez qu'à chaque revalorisation, il y a une rediscussion, il y a un nouvel avenant. Voilà. Voilà, c'est bien si vous avez une activité stable et si vous pensez que vous n'allez pas augmenter vos suppléments ou que vous êtes dans un groupe qui a une pratique assez homogène, on va le recommander. Voilà. On a une question là. Il y a en théorie une possibilité d'avoir un contrat basé sur la moyenne du taux dans la société, mais ça a toujours été une usine à gaz et ils n'ont jamais été foutus de nous sortir des contrats comme ça. J'ai 2 questions. Frédéric. Oui. Je suis étonné dans les chiffres du nombre d'actes faits par les gastro secteur 1 qui sont presque le double, ouais, moi aussi. Ou même le triple que le nombre d'actes faits par le secteur 2 ou Optam. C'est la publication, c'est une publication qui est sur le site de la CNAM d'ailleurs, par secteur. Et à mon avis, c'est lié au fait que les entrants vont plutôt donc dans un secteur 2 et plutôt dans un secteur 2 dans Optam et font sacrément baisser la moyenne des actes. Une deuxième question. Notre BNC, en 10 ans, il n'a pas bougé, à peu près. Doucement monté. Doucement monté, et le coût de la vie a pris 30-40%. Et oui, sauf que si tu veux, quand je t'exprime notre inquiétude sur les charges, évidemment, c'est les charges professionnelles.
Bien sûr, c'est pas notre immobilier, c'est pas ta maison, c'est pas ta voiture, c'est pas la bouffe. Mais bien sûr, le pouvoir d'achat, il s'est pas amélioré, il a même probablement plutôt baissé. Mais en termes de charges, quand on va donc discuter tarifs d'actes, évidemment, il va falloir, on va être obligé d'extrapoler sur l'inflation, le coût de la vie. Mais ça concerne tout le monde. Et nous, on est une profession où le coût des charges professionnelles a pas, on ne pourra pas revendiquer que le coût des charges professionnelles a augmenté. Alors, ouais. Merci. Pour revenir sur l'Optam, c'est un petit peu mon expérience, mais j'ai aussi une question. On est théoriquement sanctionné si on dépasse les objectifs inscrits par le contrat Optam dans sa pratique, en particulier sur le niveau des compléments d'honoraires par rapport au seuil. Moi, dans mon expérience, ça fait des années que je le dépasse, donc je m'assois sur les primes, mais ils ne m'ont pas viré. Et donc, finalement, je me demande si on ne peut pas systématiquement tricher. La question, tu n'es pas pénalisé, effectivement. Et tes patients sont mieux remboursés. Exactement. Et donc la question, c'est est-ce que dans l'expérience de la collectivité des gastro-entérologues Optam, est-ce qu'il y en a qui sont fait virer avec des dépassements d'objectifs raisonnables? Alors, bon, clairement, là, aujourd'hui, le secteur 2 est de nouveau dans le collimateur. Bon, on est déjà, l'ambiance est assez morose en ce moment, je ne vais pas remettre une couche. Pour l'instant, la CNAM avait tout intérêt à afficher des taux de médecins adhérents à l'Optam élevés. Et jusqu'à présent, effectivement, je connais, enfin, il y a très peu de gens très peu de médecins qui ont vraiment été virés de l'Optam. La majorité des chirurgiens qui ont signé des contrats ne respectent pas leurs contrats. Et moi, le premier, il y a longtemps que j'ai explosé mon contrat. Pour autant, nos patients, du coup, bénéficient de remboursements améliorés, hein, clairement, puisque les mutuelles ont quand même, la plupart, offrent quand même des remboursements un peu supérieurs pour les médecins en Optam. Donc effectivement, pour l'instant, on n'est pas viré, on n'a juste pas la rémunération complémentaire, mais ils ne nous sortent pas d'Optam. Ils vont d'ailleurs rechercher à revendre de l'Optam, là, hein, avec la nouvelle vague, et on va voir quelle va être leur attitude vis-à-vis de ceux qui ne respectent pas le contrat, mais qui sont quand même toujours titulaires de l'Optam. Mais ça, bon, la porte est fermée et c'est entre nous, quoi, hein. Une dernière question, Frédéric, après on va... Non, c'était pour rebondir sur le coût de la vie. Les salariés, quand ils négocient, c'est vis-à-vis de l'inflation, c'est pas vis-à-vis de forcément de leur charge ou tout ça. Donc je pense quand même que c'est important de prendre ça en compte et il n'est pas normal que cette notion ne soit pas prise en compte. Le coût de la vie explose et donc il faut que ça puisse suivre. Et clairement, si le BNC ne bouge pas, le pouvoir d'achat diminue. Enfin, voilà. Mais tu as vu là sur les charges de personnel, finalement, elles sont malgré tout assez stables. Alors en tout cas, pour les quelques chiffres dont on dispose. Les salariés, ils n'ont pas de personnel. Les salariés, ils ont un coût de la vie. Ah oui, mais ça, après... Certes, les charges n'explosent pas, mais le coût de la vie explose. Donc ça doit être un cheval de bataille aussi. On passe au sujet suivant, sinon on n'aura plus le temps. De toute façon, les questions, sainmad@wanadoo.fr. Voilà. Et puis on vous tient au courant de l'évolution. Merci.